Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici, on va commencer une nouvelle série sur les blogs Cocomelon. Donc on va faire comme première vidéo un simple malware codé en C++ pour faire de l'évasion sur les moteurs d'antivirus. Donc, avant de voir cette vidéo, il faut voir l'ancienne vidéo comment créer un laboratoire pour que celui-ci fonctionne. Donc, si vous n'avez pas regardé et si vous n'avez pas créé le laboratoire, le malware ne risque pas de fonctionner ou ne risque pas de compiler. Cette vidéo a pour but de vous traduire ceci dans la langue française et d'aller un peu plus loin et de vous expliquer comment ça fonctionne. Les codes sources et les fichiers seront sur le GitHub de Cocomelon ou sur le mien. Il y aura des légères différences entre le sien et le mien pour que ça fonctionne. Ici, la première chose qu'on voit, c'est qu'on dit que ceci n'est pas un tutoriel pour créer un malware, mais bien un cas pratique pour un but éducatif seulement. Donc ici, là, les vidéos que je fais, c'est comme pour lui, c'est pour apprendre et surtout pas pour faire des bêtises ou faire des choses malveillantes. Alors, si vous voulez créer un malware avec ceci ou qu'il y a des dégâts qui se font, c'est sur votre responsabilité. Donc, on dit que l'évasion des antivirus a toujours été un challenge pour les équipes rouges ou les pentesters qui veulent spécialement écrire un malware. Oui, en fait, c'est jamais été simple d'écrire un malware. Il faut posséder pas mal de connaissances, aussi bien dans le langage de programmation de haut niveau ou de bas niveau, comment fonctionne un système d'exploitation et quelles sont les techniques qu'utilisent les logiciels de sécurité ou d'antivirus pour détecter les malwares. Donc, dans ce tutoriel, nous allons écrire un simple malware en C++ qui va nous lancer notre charge utile calc.exe. En fait, calc.exe, c'est la calculatrice Windows en tant que processus. Nous pourrons, à partir de cela, le vérifier dans VirusTotal et voir combien de moteurs antivirus détectent notre malware. Et après, nous essayerons de réduire le nombre de moteurs d'antivirus qui détecteront notre malware. Commençons en regardant notre simple code en C++ de notre malware. Donc là, on voit qu'on a notre code. On peut voir la même chose là sur notre code écrit dans un fichier 01 malware C++ ouvert sur Visual Code Studio. Donc moi j'utiliserai Visual Code Studio pour vous montrer le malware. Vous pouvez utiliser votre éditeur de texte ou votre éditeur préféré. Donc nous avons seulement une fonction, donc main_void fonction, donc en fait c'est une fonction principale. Donc là on regarde int main_void, fonction principale qui retourne un entier, qui est le code d'erreur si ça fonctionne ou pas. Donc si on regarde notre code source, là on voit bien notre fonction principale int main_void. Donc en fait, fonction principale qui retourne rien et qui prend aucun argument. Et là, c'est le return, donc le return qui retourne en cas de succès 0, et sinon il retournera un autre code qui correspondra à un code d'erreur. Nous avons size of my payload qui permet de voir la taille de notre charge utile. Donc en regardant un peu plus haut là, on a une variable globale non signée en tant que entier qui s'appelle myPayloadLength, qui est en fait la taille, la taille du tableau qui est ici, qui correspond à notre charge utile. Donc là, ça récupère la taille de de notre charge utile, donc là, tout le code hexadécimal qui a été mis. Donc, pour une question de simplicité, on va utiliser calc_exe, donc en fait la calculatrice de Windows. Hein. On peut l'exécuter pour voir à quoi ça ressemble. Donc, cette calculatrice fonctionne comme ceci. Ça sera juste un fichier qu'on va exécuter pour voir si notre charge utile fonctionne. Donc, nous rentrons pas dans les détails de la génération de notre charge utile. Bon, je peux vous dire que cette charge utile a été créée grâce à un logiciel d'automatisation de charge utile qui s'appelle Meterpreter. Nous pouvons juste simplement substituer le charge utile qui a été fini dans notre code. En fait, là, une fois que la charge utile a été inclue dans notre code, elle ressemblera à ceci. Hein, on peut le voir ici, chez nous, pareil, là, elle ressemble exactement à la même chose. La logique principale de notre fonction main, donc principale fonction est ceci. Donc en fait, tout notre code là, il va être exécuté ici, et là on aura notre donnée de notre charge utile. Donc là on va expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans et à quoi ça sert. Nous allons
étudier cette logique. Donc si nous voulons exécuter notre charge utile dans la mémoire dans un processus, nous devons faire deux choses. Alors, nous devons créer un nouveau buffer dans notre mémoire et copier notre charge utile dans ce buffer et l'exécuter ce buffer. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est d'allouer une nouvelle zone de mémoire dans un processus et nous allons le stocker à l'adresse dans myPayload même variable. Ça fait ici myPayload variable. Regardons à quoi ça ressemble. Donc là, on a l'adresse allouée dans myPayload même. Donc, c'est alloué grâce à virtual alloc. Donc, on met la longueur du payload, là, qui est ici, la variable globale, qui permet de récupérer la taille de toute cette charge utile. On a un commit du mémoire. On met cette option-là. On met en tant que réservation de mémoire et elle est mise en lecture-écriture. Donc, c'est une page là qui sera en lecture-écriture, mais pas exécutable. Donc là, on alloue, on ne copie pas. En fait, on règle une partie de la mémoire sur l'ordinateur qui va être après disponible pour notre charge utile. Donc, comme il est dit en haut là, il dit que cette région est en mode lisible et en mode écriture, donc on pourra écrire dedans. Et nous allons copier notre charge utile, donc myPayload to myPayload même. Donc en fait, on va copier la charge utile dans la région attitrée par myPayload même. Donc là, comme il dit, on copie notre charge utile dans le buffer grâce à RTL Move Memory. Donc on va bouger cette partie du code dans myPayload même à partir des données de myPayload. Et dedans, on va lui mettre aussi la taille pour que la bonne taille soit mise dedans, qu'il n'y ait pas de débordement ou des choses comme ça qui risquent de faire que le code ne fonctionne pas. Nous allons rendre notre buffer, en fait, la variable qu'on a allouée, en mode exécutable. Donc en fait, il va être exécutable et en mode lecture, marqué read. Et en plus, il y aura all protection, on va enlever certaines protections. Donc ici, on regarde, c'est ici virtual protect, donc protection de la mémoire virtuelle. Donc on va mettre en mode exécutable et lecture, et plus en mode écriture. Ça, on l'enlève, et on enlève des protections. Donc là, on dit que ok, tout est bon, mais pourquoi on ne l'a pas fait directement à la ligne 44? Donc, en allocate buffer for payload. Donc en fait, c'est ici. Donc, en fait, normalement, ça, on aurait pu directement mettre à place de page read write, on aurait pu mettre page execute read et directement, ou mettre encore mieux read write et execute et pas besoin d'avoir mis ceci. Pourquoi on l'a pas fait? Là, il dit pourquoi on n'a pas juste alloué notre buffer en mode lecture, écriture et exécutable. Donc on nous dit que cette raison est super simple. La plupart des outils de recherche de menaces ou de moteurs d'antivirus peuvent cibler cette mémoire, donc cette région de la mémoire, et il peut la rendre non utilisable. Donc en fait, une fois qu'ils ont vu un comportement pas habituel, ils risquent de le bloquer ou d'effacer l'exécutable. Donc là on dit c'est parce que ça me semble non habituel qu'en fait le processus a besoin d'une mémoire qui doit être en même temps en lecture, en écriture et exécutable en même temps. Donc ça en fait c'est quelque chose, il y a très peu de programmes qui le font. Ou ils le font mais c'est pas des logiciels malveillants. Donc en fait l'antivirus va voir bah non c'est pas malveillant. Donc pour contourner ce genre de détection, en fait, il faut faire cette étape en deux étapes. Et si tout va bien, nous pourrons exécuter notre charge utile et séparer ceci en nouveau thread dans le processus. Donc là, on a create thread qui nous permet de faire ce processus. Donc là, on voit bien. Donc on a create thread et il met ça en plusieurs processus de myPayload. Et il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est un wait for single object. Il attend que les processus soient mis à queue leu quand ils sont exécutés pour éviter que tout s'exécute en même temps et que l'antivirus ou le moteur antivirus voit son comportement de manière inhabituelle, non habituelle et bloque notre malware. Nous allons compiler notre malware. Donc on fait pas comme ici, hein, on va compiler à partir de Windows. On va pas switcher Linux, Windows ou Linux, Windows. On le fera sûrement après dans d'autres vidéos, si le cas nous l'exige de le faire. Donc, comment nous allons
compiler. On va ouvrir un terminal en PowerShell. Nous allons sur le répertoire qui contient notre malware. Donc chez moi, c'est dans Desktop, Malware. Si je liste, donc c'est le premier. Et pour compiler, on fait G++, 01 malware. On fait un output, donc on fait une sortie. On va lui mettre un nom pour notre fichier une fois compilé. Et on met en point exécutable. Regardons s'il fonctionne. Et là, on voit que le calculatrice fonctionne, donc notre malware fonctionne. Donc regardons. Donc là, on l'a compilé. Là, on vient de l'exécuter, donc on a vu que le calculatrice fonctionne. Donc, basiquement, nous pouvons stocker notre PLOA, notre charge utile, dans .text. Alors, en fait, .text, c'est une zone où, dans l'exécutable, il stocke les données qui sont déjà assignées. Mais ces données où les données sont déjà assignées ou référencées n'ont pas été chiffrées. Donc en fait, une fois que ça passera dans un moteur d'antivirus, il pourra lire notre charge utile de façon claire et ça sera facile pour lui de voir s'il y a quelque chose de malveillant qui est caché ou pas. Donc lui, il utilise VirusTotal, donc faisons la même chose et regardons combien de moteurs d'antivirus détectent notre malware. On va dans File, on choisit notre fichier en faisant Chose File, on choisit le premier, 01 malware, on fait Confirm Upload et on attend que l'analyse se fasse. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et suivant les analyses comportementales, heuristiques ou autres, on peut avoir des résultats légèrement différents. Donc là on voit que sur 71 moteurs, il y en a 29 qui l'ont détecté. Donc le fichier a été mis comme un fichier malicieux. Donc là, on voit que c'est pas tellement optimisé. Il y a beaucoup de moteurs qui le détectent en tant que fichier malveillant. Donc ici, nous avons 2266 moteurs qui ont détecté notre fichier malicieux. Nous, c'est pas la même chose parce qu'en fait, au fil du temps, VirusTotal améliore ou augmente le nombre de moteurs d'antivirus. Par exemple, ici, on a 71, on a plus, comme avant, on a plus 66, on a 5 de plus. Et on n'aura plus de détection parce qu'au fur et à mesure, les moteurs d'antivirus évoluent et deviennent de plus en plus performants. Donc maintenant, essayons de réduire le nombre de moteurs d'antivirus qui vont détecter notre malware. La première chose qu'on doit faire en fait, c'est de chiffrer notre charge utile. Et pourquoi nous voulons chiffrer notre charge utile? Alors, l'objectif principal, c'est de cacher notre charge utile à partir de n'importe qui, par exemple comme les antivirus ou les personnes qui font du reverse engineering. Ça peut être par exemple les chercheurs en sécurité. Pour que le reverse engineering ne soit pas facile à identifier notre payload, donc en fait on va essayer de obscurcir notre charge utile en faisant un chiffrement. L'objectif de ces chiffrements, c'est de transformer les datas, donc les données, et de les rendre secrètes des autres. En fait, on va obscurcir le fonctionnement de notre payload. Pour une question de simplicité, on va utiliser le chiffrement ZOR. En fait, le chiffrement ZOR, c'est un chiffrement ou exclusif. Ça, vous pouvez voir l'information sur Wikipédia. C'est une fonction logique qui fait ou exclusif. Et quand c'est mis sur les bytes, sur les octets entre caractères qui ont des bits, on peut créer une fonction dessus ZOR, donc ou exclusif, qui va chiffrer notre caractère. Donc ceci, c'est pour simplifier. Si nous pouvons utiliser des chiffrements beaucoup plus complexes, par exemple comme l'AES ou le RSA, qui vont créer un chiffrement plus robuste, qui vont le rendre plus difficile à partir d'un difficile aux antivirus de comprendre comment fonctionne notre payload, ou plus difficile aux chercheurs ou à ceux qui font du reverse engineering à comprendre notre charge utile. Regardons comment nous pouvons utiliser le chiffrement ZOR pour chiffrer et déchiffrer notre charge utile. Alors, nous devons faire une petite mise à jour de notre code du malware. Donc ici, on voit bien que c'est celui-ci. On peut le voir ici. Et nous allons analyser, voir qu'est-ce qu'il fait.
La principale différence par rapport à notre première implémentation, c'est que nous avons ajouté une fonction de déchiffrement ZOR et que notre clé secrète est mise dans MySecretCache pour le déchiffrement. Donc regardons ceci dans notre fichier. On voit qu'on a créé une variable qui s'appelle MySecretCache, donc ça c'est un tableau de caractères, et dedans on met notre clé qui nous permettra de déchiffrer notre fonction. Alors, chose importante, il faut utiliser la même clé pour chiffrer et déchiffrer, sinon cela ne fonctionnera pas. On a notre fonction qui permet de faire le déchiffrement de notre charge utile en OR. Donc c'est une simple boucle qui va parcourir toute notre charge utile et qui va le déchiffrer grâce au, si on voit l'accent circonflexe ici, hein, qui est le caractère qui permet d'appliquer notre chiffrement de ZOR. Et à partir de ceci, lettre par lettre, il va déchiffrer notre charge utile. Comme je viens de le dire, ici c'est actuellement une simple fonction, qui est une fonction symétrique et qui peut être utilisée pour chiffrer et déchiffrer avec la même clé. Donc en fait, une fonction symétrique, ça utilise que la même clé pour chiffrer et déchiffrer. On a l'inverse, on a la fonction, le chiffrement asymétrique, qui eux n'utilisent pas la même clé, comme par exemple le RSA, donc qui possède une clé publique, une clé privée, donc eux c'est le contraire. En fait, par exemple, la clé privée va servir de déchiffrement et la clé publique va servir de chiffrement. Là, on nous explique qu'avant que notre payload, avant de le copier, il faut le déchiffrer. Évidemment, c'est normal parce qu'en fait, si on lance directement en mémoire, on exécute directement en mémoire notre charge utile qui est chiffrée, en fait, ça va pas fonctionner, ça va faire planter le programme. Ça, c'est normal. Donc, on sait qu'à un certain moment dans la mémoire, quoi qu'on fasse, notre charge utile sera déchiffrée. Et là, ça sera une vulnérabilité au niveau de la détection d'antivirus. S'il lit notre mémoire, il pourra voir notre charge utile et vérifier si elle est bonne ou pas bonne, malveillante ou non. Donc, c'est bien cette fonction-là qui va appeler celle-ci en envoyant la charge utile et qui va retourner, il va déchiffrer notre charge utile. Et après, il va faire la même chose que le fichier précédent, malware 01, il va exécuter notre fichier malveillant. Alors, il dit qu'ils ont omis ceci dans notre charge utile. En fait, ils ont mis une charge utile qui est vide. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, cette charge utile-là, elle va être complétée par notre programme après, qui sera notre charge utile chiffrée. Elle sera ici et ça sera remplacé. Que nous devons les chiffrer avec le chiffrement XOR, donc ou exclusif. Donc pour faire ceci, il a créé un simple script Python qui permet de chiffrer notre charge utile et de le remplacer dans notre modèle C++, en fait, le modèle de la charge utile, plus précisément. Ici, là, on a notre script Python. Et pour une question de simplicité, en fait, on va utiliser calc.bin comme charge utile. En fait, calc.bin comme charge utile, c'est on a mis tout ce qui était hexadécimal dans un fichier bin et nous avons mis notre payload dedans. Donc comment on peut le vérifier? Bah c'est simple. En fait, sur PowerShell avec la commande format hex, on peut lire un fichier binaire sous hexadécimal. Donc je mets calc bin, je fais entrer. Et là, on voit notre payload avec le format hexadécimal. Hein, on peut vérifier. Donc si je remets sur ceci, là, que ce soit en minuscule ou en majuscule, hein, la casse n'est pas obligatoire, on répète pas la casse, donc on peut mettre majuscule, minuscule, ça veut dire la même chose. Donc là, on s'aperçoit qu'en fait là, ça a été juste mis de façon hexadécimale, en façon binaire, notre charge utile a été mis dedans. Donc il n'y a pas de problème, c'est exactement la même chose. Voilà, il n'y a rien qui change, sauf la fin où c'est 0,0 qui permet de dire bah on s'arrête ici, on est en fin de chaîne. Ça veut dire ça en C++ ou en C. Autre chose très importante, quand on chiffre notre charge utile, il faut surtout pas que la clé nous génère un XOR qui met comme résultat un 0,0 en plein milieu ou dans notre charge utile, sinon il va se couper à l'intérieur. Donc il va pas exécuter notre charge utile complète et ça va planter notre programme. Donc là il nous explique en fait qu'il utilise la clé MySuperClé et que là il ouvre OpenBin read en mode lecture et binaire pour lire le fichier et après il chiffre ceci en
Ouais, il chiffre ceci avec la clé. On va l'expliquer un peu plus clairement ce qu'il y a dessus parce que c'est pas très clair en fait. Qu'est-ce que fait le fichier en Python qui nous permet de nous chiffrer notre charge utile, qui possède plusieurs fonctions. Donc il possède une fonction XOR qui permet de chiffrer notre charge utile. Donc en fait il va prendre la clé, donc la clé qu'on lui a mise, donc la clé MySuper secret key. Il va mettre la longueur. Là le output de str, en fait, ça fait une fois que la chaîne sera chiffrée, donc en fait, une fois que la charge utile sera chiffrée, elle sera renvoyée et ça sera à partir de celle-ci qu'on pourra créer notre charge utile. Donc là, on voit qu'il va parcourir tous les datas, donc toutes les données, et à partir de notre clé, avec un modulo par rapport à la clé de la longueur de la clé, il va nous chiffrer notre charge utile grâce à la fonction XOR, comme en C++, avec l'accent circonflexe. Une fois que ceci est fait, il va retourner. On a une autre fonction là, qui s'appelle XOR Encrypt. Alors le nom est pas tellement bien choisi, en fait, il encrypte pas. Il prend la fonction, notre charge utile qui est déjà chiffrée. Donc, en fait, il va appeler cette fonction là, ça va le chiffrer là. Et une fois que ceci est fait, il va la modifier pour que ça soit compatible dans notre fichier C++. Donc il va ajouter des brackets plus le 0x, peut dire que c'est de l'hexadécimal, et il va bien le mettre comme il faut. Il va nous afficher le résultat, donc c'est un débugage pour voir si c'est bien passé, et il va nous retourner le résultat, et là on a la clé. Là il ouvre le fichier binaire, donc calc.bin en lecture et en mode binaire pour lire le fichier, donc qui contient notre charge utile non chiffrée. Là, il va la chiffrer grâce au ciphertext P4, donc là, il appelle XOR Encrypt. Donc c'est chiffré et en même temps, les données sont bien mises comme il faut pour sa famille en C++. Il va ouvrir le fichier, là, le 02 malware, et il va remplacer l'endroit où il faut. Donc avant de faire ceci, il ouvre le fichier en mode lecture et en mode texte. Une fois que ceci est fait, les données sont mises dans data, donc en mode dans données temporaires, TMT-read, et dans les données du fichier là qu'il a chargé dans data, il va rechercher la chaîne Infinite char mypload pour le remplacer avec la chaîne qu'il a créée. Donc en fait, notre charge utile qui a été chiffrée ici, il va rechercher exactement cette chaîne là et il va la remplacer par une autre avec notre charge utile chiffrée. Une fois que ceci est fini, donc là, tout les actions nécessaires 102 malware XOR.cc sont finies. Il ferme le fichier. Là, il va ouvrir un fichier en write plus, donc en fait en écriture, et s'il n'existe pas, il va créer le fichier. Donc il crée le fichier, qui s'appelle evals.cpp, et il va écrire les données. En fait là, les données ne sont pas écrites nulle part, donc en fait là, toutes les modifications là, ils sont encore en mémoire, dans data. Et là, il va écrire le nouveau fichier avec tout ce qu'il faut avec notre charge utile qui a été chiffrée. Une fois que c'est fait, il ferme le fichier avec close. Et là, il va essayer de compiler le fichier qu'on vient de faire. Là, il va en code.ccp. Et on va mettre une exception pour gérer les erreurs. Là, il essaye de le compiler, qui va s'appeler à la fin eval.x. Et une fois que là, on met ça dans la chaîne de commandes, une fois que c'est fait, là, avec système, on lance la commande et ça va être compilé. Il peut qu'il y ait des erreurs. Donc, s'il y a une erreur, ça lève une exception et ça nous dit qu'il y a une erreur dans la compilation. Et le système, on dit de quitter le programme et ça va sûrement nous mettre un code d'erreur. Sinon, si tout se passe bien, il affiche la commande qui a été faite et il nous dit que le programme a été compilé. Ça a été un succès. Là, on nous explique avec un fichier sur msvenon, on peut créer notre propre charge utile, qui ne va pas créer calque bin. Donc ça vaut risque et vaut péril, parce que ça peut être une vraie charge utile de vraie exploitation de malware. Et si là, par exemple, il fait un reverse shell, qui peut être exploité dans un vrai cas d'attaque. msvenon, en fait, ça c'est un outil qui appartient à Metasploit. Vous pouvez l'utiliser dans des suites de sécurité, soit vous l'installez dans des distributions Linux, soit vous l'utilisez dans certaines distributions Linux comme Parrot Linux ou Kali Linux, en fait, comme vous voulez. Donc là, on va exécuter notre script Python. Donc faisons comme il dit. Donc on met Python. Alors, il s'appelle 03 Cipher. Là, ça l'a compilé et ça nous dit que ça a été un succès. Et là, il nous dit d'exécuter. Donc là, on va pas l'exécuter tout de suite. On va voir
qu'est-ce que ça nous a fait comme fichier? On a un nouveau fichier qui a été créé et qui s'appelle evil.inc.cpp. Donc on l'ouvre. Et là on voit qu'en fait notre charge utile a bien été chiffrée. Alors, on peut voir la différence, hein, c'est simple. Là par exemple, si vous retenez les deux premiers caractères de notre charge utile, c'est 9131, et si on regarde notre malware, c'est FC48. Donc on voit que ça a été chiffré, les caractères de notre les données de notre charge utile ont bien été chiffrés. Il faut l'exécuter, exécutons-le. Et regardons si notre charge utile fonctionne. On voit que la calculatrice apparaît et donc notre charge utile fonctionne. Maintenant, on va téléverser notre nouveau malware, donc notre evil, avec notre charge utile qui a été chiffrée dans virus total. Et nous allons regarder s'il y a une différence. Allons dans virus total, retournons au début, cliquons sur file, on choisit notre fichier, donc le nouveau evil.exe, on confirme le téléversement. Et on laisse les différents moteurs d'antivirus analyser notre nouveau fichier avec notre charge utile chiffrée. Et nous allons voir s'il y a des différences. Ici, là, on voit une grosse différence. On voit qu'il y a beaucoup moins de moteurs antivirus qui ont détecté notre malware. Après, ça dépend du virus total. S'il est plus ou moins chargé, il va pouvoir l'analyser avec plus ou moins de moteurs antivirus. Et si par exemple vous avez des différences, vous pouvez relancer virus total pour faire une analyse. Là, on voit qu'en fait, rien qu'un simple chiffrement, tout simple, fait qu'il y a beaucoup d'antivirus qui ne détectent plus notre charge utile malveillante. Et des fois, il pourra avoir des différences parce que suivant les antivirus, il peut avoir grâce à leur analyse comportementale ou des faux positifs ou d'autres types de détection. Elle pourra détecter ou pas, ou suivant les conditions, notre malware. Ou grâce aussi aux analyses heuristiques aussi. Ça peut aussi avoir une influence aussi sur la détection de notre malware. Vous pouvez retrouver la partie des fichiers sur le GitHub de la personne du blog, là, dans source en GitHub, ou sur mon GitHub à moi, où j'aurais mis les sources modifiées. N'hésitez pas aussi à regarder les liens qu'il met sur son blog, où il y a beaucoup plus d'informations. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, si vous voulez que je continue ou pas ce type de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.